Bonjour, tu es élève en classe de première scientifique, alors sache que cette vidéo te concerne beaucoup. Comme il est de coutume en cette phase d'examen, ABS School se propose de t'aider dans tes préparations en mettant à ta disposition un ensemble de vidéos pour t'accompagner dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous abordons le probatoire scientifique 2025. Ne bouge pas, c'est juste après le générique. Là, tu peux le constater par toi-même, nous avons le texte et ensuite l'ensemble des questions que nous connaissons très bien. Et là, nous avons la deuxième partie, à savoir l'essai personnel. Nous commençons donc immédiatement avec la première partie, la vérification des ressources. Commençons. Définition teinture de philosophie. Lorsqu'on parle de teinture aussi, il ne faut pas comprendre le mot teinture au sens premier du terme, mais plutôt au sens métaphorique, c'est-à-dire dans son sens imagé et figuré. Ce qui signifie ici que la teinture renvoie à une petite ou alors un ensemble de connaissances, disons, élémentaires qu'on peut avoir sur un sujet. Parlant donc de teinture philosophique, on comprend ici qu'il s'agit d'une connaissance minimale ou même superficielle en ce qui concerne la philosophie. La raison. Dans la raison, nous le savons, c'est la faculté qui est propre à l'homme qui lui permet de distinguer le vrai d'avec le faux, le bien du mal et bien sûr le juste de l'injuste. Ça, c'est une définition typique de René Descartes. Le préjugé. Le préjugé, c'est une idée préconçue qu'on adopte sans examen, c'est-à-dire sans vérification de l'information reçue. C'est aussi une opinion a priori qu'on se fait sur quelqu'un ou sur quelque chose en fonction des critères personnels ou d'apparence. On comprend donc ici que le préjugé est donc globalement une information qu'on ne vérifie pas, mais que l'on admet d'ores et déjà comme étant vrai. Nous poursuivons donc vérification des savoirs, le thème. Le thème dans ce texte, nous l'avons lu certainement. Moi, je l'ai lu avant de commencer cette vidéo et j'espère que toi aussi, tu as lu ce texte parce qu'on ne peut pas commencer à travailler sur un texte ni même sur un sujet sans l'avoir lu. Cela est impératif et primordial. Nous commençons. Dans ce texte, Russell aborde la notion de la philosophie. Il parle de la philosophie. Et le problème ici, c'est la valeur de la philosophie. Parce que, dit-il dans ce texte, lorsqu'on mène une existence sans philosophie, il y a un genre, disons, un genre d'informations auquel on ne peut pas avoir accès, que seule l'initiation de la philosophie permet de constater qu'effectivement, ces informations-là sont en réalité rien du tout, en fait. Donc, nous poursuivons la thèse de l'auteur. Ici, l'auteur pense que la philosophie, par son caractère critique, permet de libérer l'homme des chaînes de l'ignorance et du monde sensible. Et effectivement, c'est justement la principale valeur de la philosophie, c'est de libérer l'homme de l'ignorance dans lequel le monde sensible le retient captif. Structure du texte. D'abord, le postulat. Le postulat ici se présente comme la philosophie libère l'homme de l'ignorance du monde sensible. Argument numéro 1. L'auteur commence par présenter le risque auquel est soumis toute personne qui ne philosophe pas, c'est-à-dire croire sans examen les informations reçues. Une personne qui ne philosophe pas est donc prisonnière de ses perceptions. Tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle sait, elle le croit comme étant vrai. Or, ça, c'est une attitude qui résulte de l'absence d'une connaissance minimale en philosophie. Deuxième argument, Russell ici montre que la philosophie corrige et offre de nouvelles possibilités que la pensée peut exploiter. Effectivement, philosopher devient donc un moyen pour élargir, pour avoir une ouverture d'esprit plus grande. La conclusion. Ensemble, la philosophie offre à toute personne le pouvoir de voir plus clair, de transcender les apparences. Par son caractère critique, justement, elle nous amène à remettre en question et à chercher à vérifier les informations reçues et de ne donc pas se fier aux préjugés. Nous avançons. Allons donc à la deuxième partie qui est la vérification de l'agir compétent. Nous le savons, c'est une dissertation ou encore, comme on l'appelle en premier scientifique, l'essai personnel. Le sujet est le suivant. En te fondant sur ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, est-il légitime de penser avec Edgar Morin que si l'on considère les pouvoirs que donnent les manipulations génétiques, comment ne pas imaginer la puissance qu'elles pourraient offrir à un nouveau totalitarisme? Nous le savons, la démarche, elle est, disons, classique. Nous commençons par l'analyse et la compréhension du sujet, notamment l'explication des mots et des concepts clés. Les manipulations génétales, c'est un ensemble de techniques permettant de modifier le patrimoine génétique d'un être vivant. Lorsqu'on parle de manipulation génétale ici, on fait apparence à une sorte de science qui permet d'agir directement sur l'ADN, c'est-à-dire ce que chaque être humain a d'unique. C'est cela. La puissance. Le concept de puissance ici
n'est pas à comprendre seulement au sens physique, mais davantage dans sa capacité de contrôle et de domination absolue. Le nouveau, le nouveau totalitarisme, c'est une forme moderne et potentiellement plus sophistiquée de domination, différente du totalitarisme, mais disons un peu plus poussée, qui se fonde non seulement sur la force, mais sur la maîtrise scientifique de l'homme lui-même. On comprend donc avec cette science, cette maîtrise de la génétique, les êtres humains peuvent donc être appelés à développer une sorte de totalitarisme parce qu'ils pourraient avoir un genre de contrôle sur l'homme légitime. Lorsqu'on parle de ce qui est légitime, c'est ce qui est fondé en raison, ce qui est moralement ou logiquement acceptable. Nous enchaînons. Présupposé. Le progrès scientifique donne à l'homme un pouvoir de création qui peut se transformer en pouvoir d'oppression. Et oui, évoluer, c'est bien, mais n'oublions pas qu'il y a également des dangers qui peuvent justement aboutir à des dérives telles que l'oppression et pourquoi pas la domination, ou pour parler comme Edgar Morin, le nouveau totalitarisme. Nous avançons. Reformulation. Les manipulations génétiques peuvent devenir un outil de contrôle total de l'homme. Effectivement, on comprend ce que ça veut dire. Problème philosophique. On s'intéresse donc ici sur la valeur de la valeur de la science. Donc, lorsqu'on dit donc ici que les manipulations génétiques peuvent devenir un outil de contrôle total de l'homme, on comprend qu'ici qu'on est dans les manipulations génétiques à travers la science sont donc comme au tribunal, où on essaie de voir si elles sont bonnes ou bien si elles sont mauvaises. D'où le problème philosophique de la valeur de la science. Nous enchaînons. Problématique. Admettre la véracité de la thèse mourinienne, n'est-ce pas remettre en question la plus-value des progrès scientifiques dans nos vies? Effectivement, si nous sommes d'accord que les progrès scientifiques nuisent à l'être humain, constitue justement un moyen pour pouvoir le dominer davantage. Comment est-ce que on peut donc est-ce que cela signifie que les sciences n'ont globalement rien apporté de concret dans notre existence? Ça, c'est ce que nous allons analyser dans l'antithèse. Nous évoluons donc, commençons par le plan détaillé. Thèse, le risque totalitaire. L'argument numéro 1 se présente comme suit. La science, à travers les manipulations génétiques, expose à des dangers pour la dignité humaine. On comprend ici, lorsqu'on parle de danger, c'est que lorsque la science s'emploie à manipuler le caractère, disons, le caractère de l'être humain, on en vient donc à se poser la question sur la véritable dignité de l'homme. Est-ce que lorsqu'on manipule l'homme comme un objet, on en vient encore à le considérer comme un être humain? Ça devient compliqué. Sa dignité est donc remise en question. Et l'exemple est donc d'autant plus parlant que, justement, durant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, on parlait de ce qu'on appelle la race aryenne, qui était issue du programme Lebensborn des nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi a tenté de créer une race supérieure en sélectionnant des parents selon des critères physiques. On se rend donc compte ici que le régime allemand était obnubilé par l'idée de vouloir créer une race d'élite supposée prendre le pouvoir ou alors maintenir la direction, le gouvernement, dans une sorte de gouvernement d'élite en fait. Et cette obsession-là a donc amené les Allemands à créer le programme Lebensborn, où on constate très bien que les êtres humains ne sont plus traités comme des êtres humains, mais simplement comme des objets au service de l'idéologie allemande. On va même parler justement de la notion d'enfant idéologique. Et on se rend donc compte là que traiter les enfants ainsi, traiter les êtres humains ainsi, c'est inhumain, c'est pas digne. Ça nous amène à nous reposer la question si véritablement la morale kantienne a encore un sens. Cette morale-là qui demande de considérer l'être humain comme une fin et non comme une chose. C'est dans ce questionnement-là. Nous avançons. Deuxième argument, la science à travers les manipulations génétiques se dresse contre l'éthique. Soulignant les incertitudes éthiques et identitaires soulevées par les manipulations génétiques, André Frossard va dire, dans le vaste laboratoire de la génétique, l'être humain a perdu sa définition. On ne sait plus si l'être humain est véritablement l'être humain. Parce qu'on se rend compte que les avancées scientifiques vont surtout dans le sens de faire de lui un objet utile pour une domination, par exemple. La transition. De ce qui précède, la science semble s'associer à une épée de Damoclès, suspendue en permanence sur la tête de l'homme. Cependant, est-ce à dire qu'elle n'a aucune réelle valeur ajoutée pour l'humanité? Nous continuons donc antithèse des limites de la pensée de Morin. Prenons donc argument numéro 1, la vocation médicale. On explique donc ici que le but de la génétique n'est autre que la santé. La génétique est la science qui explique comment les traits tels que la couleur des yeux, la taille ou même les maladies sont transmis des parents aux enfants. On peut donc agir, par exemple, pour modifier les éventuelles anomalies
C'est donc cet avantage-là qu'on a avec la génétique. On peut empêcher justement un gène, disons, défectueux d'être transmis du parent à un enfant. C'est dans ce sens que Marcelin Berthelot va dire que la science est bienfaitrice pour l'humanité, en ce sens qu'elle constitue un moyen pour pouvoir, disons, permettre à l'être humain de vivre en bonne santé et donc d'éviter un genre de difficulté. Argument numéro 2, la neutralité de l'outil. On comprend ici que la science ne réfléchit pas puisqu'elle n'a pas de volonté. L'homme seul a une volonté et il est donc le seul responsable. Reprocher donc à la génétique d'être totalitaire, c'est comme en vouloir au faire parce qu'on en fait des couteaux. C'est quand même plutôt curieux. La science à elle-même n'a pas de pensée, n'a pas de réflexion. Elle ne peut rien donc faire d'elle-même. Les dérives qu'on observe ne sont donc que le fruit des êtres humains qui les utilisent. René Descartes va donc affirmer ici que grâce à la science, l'homme est devenu comme maître et possesseur de la nature. Tout ça pour indiquer qu'en réalité, la science est un progrès et donc un bien-être pour l'humanité. Transition. À partir de là, on comprend donc que la génétique semble plutôt être au service de l'homme. Mais si tel est donc le cas, alors, est-ce à dire que la pensée de Morin est dénuée de toute valeur? On interroge donc le mérite ou la valeur de la pensée de Morin. Parce qu'on se rend compte que dans cette seconde partie, la science a plutôt un apport significatif, voire même vital pour l'homme. Nous poursuivons donc synthèse, nous parlons de la valorisation de la pensée mourinienne, ou plus exactement, l'exigence d'une éthique philosophique. Argument numéro 1, la mise en garde. L'éthique philosophique est une réflexion critique sur les valeurs et les actions humaines visant à orienter l'homme vers le bien. Ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que Morin est surtout en train de nous mettre en garde contre les avancées et les prouesses scientifiques. Parce qu'effectivement, si cette science-là, si ces prouesses scientifiques ne sont pas encadrées par des normes qui empêchent ou alors qui préservent la dignité de l'être humain, alors on pourrait arriver véritablement à des choses vraiment inhumaines. Ce qu'on a donc pu observer avec le projet Lebensborn, justement en Allemagne. Nous poursuivons. Citation, Edgar Morin, science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Donc une science qui se fait sans une conscience, c'est-à-dire sans une éthique philosophique derrière, c'est donc une ruine de l'homme. Ça constitue donc un danger pour la fin même de l'humanité. Nous poursuivons. Argument numéro 2, la bioéthique, comprise comme l'étude des préceptes moraux qui doivent orienter les pratiques scientifiques. On comprend donc ici que sans éthique, la science devient dangereuse parce qu'elle donne le pouvoir sans indiquer comment bien l'utiliser. On pourrait donc assimiler ici, par exemple, que la science ou le progrès scientifique, c'est comme une arme qu'on met entre les mains d'un psychopathe. On comprend très bien ce qu'il va faire avec, sans toutefois lui dire comment est-ce qu'il doit l'utiliser. Il pourrait donc utiliser cette arme-là pour pouvoir faire quelque chose de vraiment très moche. La citation de Hans Jonas nous appelle donc au principe de responsabilité des générations présentes pour les générations futures. Et il va donc dire la phrase suivante, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ce principe est assez lié à celui d'Emmanuel Kant, qui demande de considérer en chaque circonstance, l'être humain comme étant une fin et donc une valeur à préserver et jamais simplement comme un moyen ou une chose. Nous poursuivons. Achevons-nous actuellement avec la conclusion, qui, nous le savons, a bien sûr 3 parties. Le rappel du problème philosophique. Nous disons, au terme de notre analyse, nous avons examiné le problème de la valeur de la science. Deuxième partie, le bilan. Nous avons d'abord exploré le caractère totalitaire de la génétique. Ensuite, un effort supplémentaire de réflexion a montré que ce totalitarisme scientifique n'efface pas ses prouesses. Enfin, une réflexion plus poussée révèle la nécessité éthique en science pour empêcher toute dérive. Troisième étape, solution contextualisée du candidat. Morin n'interdit pas la science. Au contraire, il appelle à une vigilance politique. La légitimité de sa crainte sert de signal d'alarme pour protéger notre humanité et nous invite au respect du principe de responsabilité développé par Hans Jonas. Donc, on se rend compte ici que, voilà dans la conclusion, 3 étapes, nous le savons. Nous poursuivons. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été vraiment utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et une question pour toi. Maintenant, quelle session du probatoire souhaites-tu que l'on aborde dans nos prochaines vidéos?
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et bien sûr, fais-nous part de toutes tes difficultés. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. D'ici là, porte-toi bien. À bientôt.